Bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Alors je vais commencer déjà par remercier à la technique, évidemment, c'est Virginie Nini Vlam qui est avec nous, là, qui nous fait 1000 bisous, qu'on lui retourne, bien évidemment, ma chère Lara qui m'assiste aujourd'hui. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas et bonne fête. Ah oui, c'est la Saint-Nicolas, Voilà. Santa Claus. Ça y est, on me l'a déjà fêté. Me l'a fêté aussi au secrétariat, au standard plus précisément. Patrice, que nous retrouvons. J'ai pas salué les auditeurs. Bonjour chers auditeurs. Oui. Et puis bonjour donc à Virginie, à Patrice. À Patrice, tout le monde. On les remercie toujours d'être fidèles au poste. Bénévole. On salue Sylvie qui, malheureusement, pour une question de santé, ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. J'espère qu'elle nous écoute. Elle nous écoute, j'en suis certaine. Bon, alors si elle voilà, on vous embrasse, Sylvie. Elle sera pardonnée. Très bien. Bon, alors, on a 1h30 devant nous, donc tout va bien se passer. Et puis nous avons, on peut le saluer tout de suite, il est dans le studio. C'est pas toujours que nos invités sont dans le studio, donc on va les saluer, même si on fait une petite revue de presse auparavant, on va le saluer, notre invité principal, qui est notre invité pour son livre « Le choc Russie-Occident, un double éclairage économique et géopolitique » aux éditions RIC, essai qui n'est autre que Sergueï Kolesnikov. Bonjour mon cher Sergueï, bienvenue sur Radio Courtoisie. Merci Nicolas Stocker, merci de votre invitation. Écoutez, on est très heureux de vous avoir. Je vous avais déjà eu dans des matinales de géopolitique profonde et c'est la première fois que je vous ai sur Radio Courtoisie. Vous êtes déjà passé sur Radio Courtoisie dans le passé ? Oui, mais très peu. Vous vous souvenez des patrons d'émission qui vous avaient invité ? Non, parce que j'étais passé par un certain monsieur Tassot. Que j'avais connu, qui s'occupe du CEP, que j'avais connu par le biais de la théorie de l'évolution, parce que j'avais écrit un bouquin contre la théorie de l'évolution, et lui aussi d'ailleurs. Donc, mais là, c'était sur la Russie, quoi. Donc, vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales, spécialiste des relations internationales, notamment Occident-Russie. Ça tombe bien pour le livre. Donc ce livre, comme les précédents, est écrit dans un style clair et fluide pour être facilement abordable par tous. C'est un livre que je vous conseille, chers auditeurs, et on va retrouver Sergueï Kolesnikov dans un instant. Mais c'est dans la lignée de certains patrons d'émissions et réguliers de Radio Courtoisie. C'est un Russe blanc qui, dans la lignée de Tikhon Barazov, de Novikov, Serge de Beketch. Serge de Beketch, fondateur de la radio. Un des cofondateurs, voilà, oui. C'est vrai qu'il y a une tradition de Russes blancs à la radio. Même il y a une musique qui est du libre journal de la Résistance française, les paroles ont été retravaillées. C'est la musique Padalina me Pavsgoriam qui est traduite en français, mais côté russe, russe blanc. C'est assez surprenant. Bien. Bon, alors, on commence cette revue de presse. Je ne vais pas prendre au débeauté Virginie. Est-ce qu'on avait une musique de revue de presse à une époque ? Oui, ça fait quelques années qu'on passe cette... Allons-y. Elle est bien. incroyable. Virginie, vraiment, c'est une perle. J'espère que l'ensemble des responsables de Radio Courtoisie en ont conscience, du fait que nos techniciens, tout comme nos bénévoles, sont des perles rares. Des gens exceptionnels. Ouais, ça c'est certain. Très bien, merci. Donc cette revue de presse, Lara, on pourrait... j'étais en train de prendre mon petit déjeuner et je vois sur BFM une annonce comme quoi Monsieur Lecor nu avait interdit les cartes de visite à ses ministres. Les ministres ne pourront pas envoyer, comme ils le font traditionnellement, des cartes de visite. Alors, est-ce que c'est écolo par rapport aux arbres qui crient ? Est-ce que c'est une question, je pense, surtout de coûts budgétaires ? Donc, on fait des coupes budgétaires. Alors, j'ai pu constater, voyant Macron et Jean-Brigitte en Chine. Alors là, et par contre, tout va bien. Vous voyez d'ailleurs... L'opulence est L'opulence, là par contre, les centaines de milliers d'euros chaque année en frais de coiffeur. On se demande bien d'ailleurs ce qui est coiffé, puisqu'on a de magnifiques perruques.
Et surtout, On a Nicolas... un président fort bien perruqué. Mm. D'ailleurs, plus ça va, au bout de 8 ans de pouvoir, plus il a de cheveux. Il va finir avec une coupe rasta, c'est pas possible. Non mais honnêtement, là il a eu une très belle crête. D'ailleurs, je crois que les Russes l'ont appelé le coq gaulois. Oui, il l'appelle le coq gaulois. Ah, non mais la revue des troupes, on voit un Xi Jinping débonnaire et alors lui, le bombant le torse, martial. Le regard. Il est habité, hein, mais il n'est pas tout seul il là-haut. Il n'est hein. pas tout seul, non, il y a du monde. Il y a du monde là-haut. Hein. Brigitte était très bien par contre. Ça se bouscule. Non mais en plus après, on va soit me censurer, soit m'engueuler, soit me dire il faut pas dire ça. Mais enfin, moi, mon avis, je suis persuadé qu'elle le fait exprès. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une espèce il y a quelque chose d'un petit peu... Il y a un esprit provocateur voilà, qu'ils ont, que certaines catégories de personnes ont toujours eu. Oui. Ont provoqué dans les nuits parisiennes en jouant sur le trouble, le... Hein, voilà, j'en dirai pas plus surtout, parce qu'on se demande si on a le droit d'en parler. On va aussi jouer sur un aspect, est-ce qu'on le remarquera ou pas? Celui qui l'aura remarqué va être ridiculisé parce que... voilà, oui, mais c'est purement... D'ailleurs, c'est Radio Courtoisie, on a aussi des esprits provocateurs comme ça. Je trouve. C'est sûr. Ce qui n'est pas plus mal. Hein, Bon, alors, est-ce que vous avez vu Macron aussi courir c'était formidable au ralenti. Il allait un bain de foule. C'est sûr qu'il n'y a pas de bain de foule en France. Hein. Là, c'est plutôt la tarte tatin ou la tarte aux nouilles que Jean-Brigitte lui administre. Mais là, c'est plutôt des soufflets. Il se fait bien souffleter. Par contre, en Chine, ça va. Qu'il le fasse en France, ce sont les services français qui sont impactés. Sans prévenir, etc. Ça lui prend, écoutez, ça lui prend comme ça, les services n'ont qu'à faire bien leur travail. Mais faire ça à l'étranger, là où il y a un service protocolaire, il y a les services spéciaux de deux côtés, ils doivent collaborer, travailler d'une façon sous pression constante et tout ça, faire ça à l'étranger, mais c'est n'importe quoi. Qu'il lui arrive un pépin, mais c'est nous, enfin la terre entière peut trinquer, alors qu'on n'en a rien à faire de ce qui lui arrive, quoi. Vous voyez, c'est monstrueux parce que il n'est pas du tout capable de voir les conséquences d'un acte complètement inconsidéré comme celui-là. Comment on peut après juger de sa responsabilité, de sa capacité d'être responsable? Moi, je ne sais pas comment ça se fait qu'on ait mérité une chose pareille, quoi. Ah je sais pas. Enfin, vraiment, pourquoi la France ceux qui l'ont fait, ça, mais j'espère, ils vont finir que Jack, quoi. Moi, je l'espère, hein, parce que moi, je n'appartiens pas à cette race, donc je pense qu'ils en souffrent bien aujourd'hui. Alors, je leur souhaite en tout cas. Dans l'actualité, nous avons bien sûr notre rubrique en un seul mot, c'est les Russes. Ah oui. Donc c'est les Russes, les drones au-dessus de l'île Longue. Bien, ça y est. Voilà. On ne sait pas qui c'est, mais on sait. Aucun drone n'a été abattu, ni de pilote identifié lors du survol de la base abritant les sous-marins de la dissuasion nucléaire française, dans la rade de Brest, Finistère, a indiqué ce vendredi 5 décembre à l'agence France Presse, le parquet de Rennes. Aucun lien avec une ingérence étrangère n'est donc fait, a précisé le procureur. Mais c'est les Russes. Non mais voilà, vous m'arrachez les mots de la bouche, mais c'est les Russes. Voilà, c'est les Russes. D'ailleurs, ils le disent, mais alors bon, on ne sait pas qui c'est. Mais alors, est-ce que c'est pas les conséquences des derniers propos de Vladimir Poutine? Alors là, quand les propos sont détournés. Quand je pense que Macron veut proposer un label le ministère de la vérité qu'ont connu les Russes, ça s'appelait la Pravda. Et le comité de censure. Hein, donc, je ne sais pas si le BFM là, aurait pu avoir le label, parce que dire « nous sommes prêts pour faire la guerre à l'Europe », quand Poutine aurait dit cela, alors qu'en réalité, bien sûr, la phrase est complètement coupée. Enfin, c'est un bout de phrase. C'est d'ailleurs un bout de phrase. Il dit « je ne veux pas », et ça fait 100 fois ou 1000 fois que je vous dis, que je m'évertue de dire que je ne veux pas faire la guerre. Mais s'ils attaquent les premiers, alors nous serons prêts pour réagir. Nous sommes prêts. Il a dit « nous sommes prêts ». Mais ça s'est réduit à « nous sommes prêts à attaquer l'Europe ». Exactement. C'est complètement détourné. D'ailleurs, il le fait dans un paragraphe beaucoup plus large parce qu'il parle du conflit en Ukraine et de la position, enfin de la façon dont les Russes sont positionnés face au peuple ukrainien, justement, en parlant de choses chirurgicales, et que là, on enlève cette partie-là
D'ailleurs, il fait le parallèle. Il dit que ce ne sera pas le cas face aux Européens. Cette attitude-là n'aura pas lieu face aux Européens. Et on enlève toute cette partie-là, qui d'ailleurs informe un petit peu les Européens, les Français y compris, de ce qui les attend si ce genre de choses arrive. Moi, je trouve que ce n'est pas plus mal de savoir. Et il laisse que on est prêt. L'Europe, on est prêt. Mais ça ne veut rien dire, parce que ce n'est pas du tout ce qu'il a dit. Et d'ailleurs, ils ne finissent pas la phrase non plus, parce qu'elle aussi, il porte un avertissement. Il dit, très vite, on n'aura plus personne pour négocier. Oui, on n'aura plus d'interlocuteurs, plus personne à qui parler. Et il le dit. Donc là, bon, Et ça veut dire... ce qu'il veut dire par là, c'est que la guerre sera totale. Ce ne sera pas une Elle guerre sera ciblée. Jamais guerre de tranchées. Ni guerre de tranchées, ni guerre ciblée. Ni opération spéciale, mais une guerre qui sera fatale et qui sera totale. Ça veut dire aussi avec une dimension nucléaire à n'en pas douter. Voilà, qu'on se rassure, les drones russes, c'est même pas un entraînement parce qu'ils n'auront pas lieu sur le théâtre d'opération dans une guerre comme celle-ci. On passera directement aux missiles balistiques hypersoniques. Voilà. Oui. Mais ça, j'aimerais que les Français nous écoutent. Le sachent, parce que je pense qu'ils n'ont pas conscience. Et il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit simplement d'informer de ce qui est la situation. C'est-à-dire que quand je vois qu'on dit « est-ce qu'ils gesticulent, est-ce que c'est sérieux côté européen ?» Mais il faut qu'ils arrêtent. Hein. Même s'ils ne font que gesticuler, il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'à un moment, sans même le vouloir, ils peuvent se retrouver face au mur. Hein. Et j'ai envie de dire des pressions qui, moi, me font penser à l'époque de 39, en tout cas de l'approche Seconde Guerre mondiale. Les russophobes aiment comparer la Russie à Hitler et à l'Allemagne nazie, ce qui est une inversion accusatoire traditionnelle chez les euroglobalistes, et parler de Munich. Moi, quand je vois les Allemands, que ce soit au travers la grosse commission d'Ursula von der Leyen, ou que ce soit directement le chancelier allemand Friedrich Merz, sur les Belges, je me dis que cette pression, ça me fait penser à une autre époque. Il est courageux, semble-t-il, ce Bart de Wever, Premier ministre belge, qui refuse le vol des avoirs russes gelés par l'Union européenne, acte totalement illégal, extrêmement dangereux à mon avis sur le plan financier, pour l'Europe. Malgré le fait que von der Leyen et Merz font une pression terrible sur les Belges, dont on rappelle d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant de drones qui circulaient non identifiés belges depuis qu'on essaie de mettre la main sur le pactole, histoire de mettre la pression aussi, et de dire regardez ces vilains Russes comme ils sont, dépêchons-nous de donner ces 200 milliards aux Ukrainiens pour, tant qu'il y a de la chair à canon, ça nous protège, nous, de l'invasion russe fantasmée. Voilà, donc en tout cas, cette affaire est mal embarquée pour les Européens. J'ai l'impression qu'ils n'arriveront pas à prendre ces avoirs, ce qui veut dire que dès le mois de février prochain, l'Ukraine pourrait être en rupture de paiement. Nicolas, moi j'attire votre regard sur le fait que ce n'est pas du tout une sympathie de Belgique envers la Russie. Ça, faut préciser, ça n'a rien à voir. Ils sont belligérants et font partie de tous les comités volontaires et compagnie quand il s'agit des armes, quand il s'agit d'aide à l'Ukraine, et que là, ils sont simplement dans une posture de vouloir garder un semblant encore de respect de droit international, d'argent qui est entreposé par les États tiers. Parce que c'est un appel, ce sera un appel aux pays tels que, par exemple, la Turquie. Erdogan, il va regarder ce qui se passe. Les Émirats arabes unis vont regarder. Que vont-ils faire derrière avec leurs avoirs en Europe ? Quelle va être la réputation d'Euroclear ? Vous savez que leurs avoirs, c'est à 90% notre dette. Hein. Ah ben oui, s'ils se retirent, on fait quoi ? Ils vont vendre, très bien, mais moi, très bien qu'ils vendent les obligations à 10 ans, les obligations du Trésor. Donc à faire ça. Vous allez voir le résultat. Hein. Non mais donc, il faut préciser que là, la Belgique, elle ne joue que sa carte. C'est pour ça que la BCE y est très opposée. Qui cherche à avoir encore un semblant de souveraineté face à ces fonds qui sont... Le problème, c'est qu'ils sont coincés. Et voilà, ils sont coincés. Les Européens sont coincés et ils ne sont pas aidés par Christine Lagarde. Ça m'a surpris parce qu'elle s'est opposée clairement. C'est la fin de son mandat. Elle aurait pu être, mais elle aurait pu être plus
Arrangeante avec... non, elle a été très ferme, donc pour une fois. Alors Lara, peut-être le dernier point de cette revue de presse, on va revenir en France avec les votes actuellement budgétaires, la loi de finances, la PLFSS, donc sur la loi de finances sur la sécurité sociale, à l'Assemblée nationale, qui vient d'être votée, comme d'ailleurs au sein de cette PLFSS, à la fois à nouveau la suspension de la réforme des retraites, mais aussi malheureusement, l'obligation vaccinale pour les pensionnaires et les soignants dans les EHPAD, acte 1 d'une future programmation d'obligation vaccinale généralisée, je le crains. Avec, juste pour finir, je vous laisserai commenter comme vous le souhaitez, Lara, je note, et je suis désolé, je ne vais pas encore une fois me faire que des amis, que 54 députés du Rassemblement national étaient absents lors du vote du PLFSS, soit 47% du groupe absent. Et on va continuer à nous présenter le Rassemblement national de M. Bardella et de Mme Marine Le Pen comme une opposition crédible à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui après ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'une entente s'est effectuée avec non seulement que le Cornu a réussi avec les socialistes, mais aussi avec le Rassemblement national. Ce n'est pas neutre. Si la moitié des députés RN sont absents au moment du vote, d'un vote aussi déterminant que le PLFSS, c'est qu'il y a une entente entre le Rassemblement national et le socle commun, et les centristes et les macronistes. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que j'aimerais qu'enfin les Français prennent conscience qu'il n'y a pas de vote utile, gaulliste, souverainiste, patriote pour le Rassemblement national, qui est devenu un parti socialiste comme les autres, j'ai envie de dire, et que si on veut voter pour la véritable alternance, la véritable alternative, il faudra se détourner absolument des votes en faveur pour les prochaines élections du Rassemblement national, en particulier M. Bardella ou Mme Le Pen, selon qu'elle aura ou non réglé ses problèmes judiciaires. Et ça, je le dis cette fois-ci sans rire, là, il n'y a pas de blague, c'est pas une petite blagounette, c'est réellement ce que je pense. 54%, je le répète, des députés RN se sont abstenus sur le PLFSS qui a été voté de ce fait et grâce au non-vote, à l'abstention des RN, comme l'abstention des RN avait par exemple permis l'élection à la tête du Conseil constitutionnel de Richard Ferrand, l'ami personnel d'Emmanuel Macron. Écoutez, moi je ne comprends pas comment est-ce possible, parce que ces mêmes députés actuellement doivent faire aussi campagne pour les municipales, voir un petit peu ce qui se passe au niveau des villes. Est-ce qu'ils comptent que sur le fait que personne ne va en parler? Parce que c'est tout à fait aberrant. Et quant à la question de vaccination, mais on est en train de vivre un jour sans fin. Ça a été voté, ça a été rejeté. Pourquoi c'est revenu encore à l'Assemblée? C'est quoi ce tour de passe-passe? Quand on vote et que le résultat du vote ne convient pas, on revote jusqu'à ce qu'il convienne. C'est comme ça avec les référendums sur l'Europe, c'est comme ça avec les référendums sur l'indépendance de nos dom-toms qu'on est en train de brader, la Nouvelle-Calédonie. Comment ça, vous voulez pas l'indépendance? On vote dans 2 ans et ça recommence. Bah oui, mais là c'est même pas 2 ans, c'est 2 mois. C'est brave démocrate. Nicolas, là c'est 2 mois. Ça a été il y a 2 mois, ça a été voté, rejeté. D'ailleurs, la ministre de la Santé avait parlé du fait que la science n'était pas suffisamment respectée dans ce pays et tout ça. Et là, on revote. Et ça va être validé. Est-ce qu'on va revoter dans 2 mois S'il est voté à l'Assemblée nationale, étant donné qu'il est voté aussi au Sénat, il avait été rétabli d'ailleurs, cette obligation vaccinale au Sénat, ça y est, c'est fait. C'est passé. Ouais. Voilà. Et encore une trahison de plus. Voilà. Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je regarde... Un pays qui ne soigne pas ses aînés, vous savez... Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les malheureux, même s'ils sont que 10% de pensionnaires des EHPAD qui ne veulent pas se faire vacciner, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils vont finir dans la rue? On va les euthanasier directement, un petit coup de Rivotril et puis c'est bon? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va en faire?
Aucune idée, je ne vois pas comment ça peut se passer. Sans parler des soignants suspendus qu'on va avoir. Parce qu'alors là, attention, hein, 60% ou 70% des soignants dans les EHPAD et les aidants ne sont pas vaccinés contre la grippe. Et pour cause, à 25 ans, on va se faire vacciner contre la grippe. Non mais on rêve là. Avec de l'ARN messager ? Allons-y. Ça se terminera comme ça se terminera, ces histoires. Hein. De toute façon, très mal. Est-ce que vous avez un commentaire quelconque à faire sur ce que vous avez entendu dans la revue de presse ? C'est tout à fait votre droit. Bien sûr, mais enfin, il y a tellement à dire sur la suite qui va arriver. C'est vrai qu'on vit une situation extraordinaire, quoi, avec un président pour le moins fantasque. Certains le traitent de psychopathe, l'analysent comme psychopathe. Alors, bon, vivement que les choses arrivent à leur terme, quoi. Ça va être long, encore. Oui, ça va être long. Mais les élections prochaines sont en Allemagne, commencent dès 2026 et jusqu'en 2029. Et un petit peu partout, ça, c'est dans ces eaux-là. Donc moi, j'ai fait un billet déjà, parce que je fais aussi des billets sur Arte Radio. Oui. L'UE survivra-t-elle en 2027 ? C'est pas très, très sûr. Non plus. Est-ce que vous croyez que c'est pour ça qu'il pourrait être tenté par la guerre, comme Mais bien fuite sûr, en avant ? Bien sûr, parce que d'abord la guerre lui sert à détourner l'attention de la population, lui sert ensuite à éventuellement, s'il y avait une petite escarmouche, ça serait que bénéfique pour lui. Comme disait Lara, les escarmouches, c'est dangereux. On ne sait pas comment les arrêter ensuite. C'est une personne qui n'a pas un regard très lucide, quoi, à se demander s'il connaît la réalité de l'armée française. Lui et son général d'état-major. Le général Fabien Mandon. Qui était encore il y a fort peu de temps colonel. C'est pour ça qu'on l'appelle le colonel Soja. Il a pris 5 étoiles en 5 ans. C'est formidable. Voilà, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. Donc c'est une situation qui est extraordinairement dangereuse. Et il y a une course de vitesse aujourd'hui entre ceux qui veulent aller le plus vite possible, faire passer tous les éléments de l'Europe fédérale avant de perdre le pouvoir, parce qu'ils le perdront. Et, il leur faut une Europe supranationale, totalement autoritaire, pour espérer... Et les souverainistes qui, eux, veulent... rediriger le Titanic pour qu'il évite l'iceberg et renoue avec un cap beaucoup plus heureux. Et vous avez vu ce qui s'est passé en Roumanie il y a quelques mois, hein, c'est-à-dire que lorsque le vote ne convient pas, Călin Georgescu, d'abord on arrête le processus électoral, après on invalide le candidat favori des élections pour de pseudo-histoires de TikTok avec des influenceurs russes, alors que 99% des médias roumains roulait pour le candidat officiel pro-européen du système, mais le fait qu'il y ait une toute petite opposition sur TikTok a suffi à interrompre le processus électoral. Vous vous souvenez que Jacques Attali avait dit depuis que l'Amérique a voté Trump, ce n'est plus une démocratie. Il a dit ça, c'est formidable. Il a dit ça le plus naturellement du monde. Mais on peut signaler aussi le cas de la Moldavie, où Maya Sandu a été réélue grâce à une fraude électorale manifeste et massive. C'est-à-dire que la diaspora, c'est un tout petit pays, donc la diaspora fait pencher la balance. La diaspora favorable à l'Occident a eu le droit de voter. La diaspora défavorable n'a pas eu le droit de voter. Et l'opposante, Maya... je me souviens plus son nom, la présidente de la Gagauzie, elle est carrément tôle, quoi. Voilà. Au moins, les choses sont claires. Mais au moins, la démocratie est sauvée. La démocratie est sauvée. Et Thierry Breton l'avait dit, si AfD monte en Allemagne, il va quand même falloir lui mettre un petit peu des pots de banane, quoi. Ils en sont déjà à s'interroger sur l'éventualité de dissoudre l'AfD, tout simplement. Oui, bien sûr. Bien sûr, on va tout droit vers une UERSS, je ne suis pas le seul à le dire, bien sûr, dans une société orwellienne qui n'est post-démocratique, qui est une espèce d'oligarchie totalitaire, quoi, carrément.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Sergueï Kolesnikov. Alors, écoutez, on a 1 heure devant nous pour évoquer ce livre. Donc, je le rappelle pour les auditeurs de Radio Courtoisie, Le choc Russie-Occident, un double éclairage économique et géopolitique aux éditions RIC. Et c'est donc du professeur Sergueï Kolesnikov. Alors, plusieurs éléments peut-être dans nos échanges. Le premier, puisque c'est écrit d'ailleurs en sous-titre, le double éclairage économique et géopolitique. Vous avez cette spécificité d'être à la fois un spécialiste de la science économique et de la géopolitique. Et on va peut-être commencer sur l'aspect économique, puisque je pense que, et là je vais refaire un petit peu d'humour noir, mais lorsque beaucoup d'Occidentaux, au moment de l'origine de l'opération spéciale en février 2022, ou avant, avec le Maïdan par exemple en 2014, ou même avant, le début des révolutions de couleur en 2004 en Ukraine, il y a cette idée chez les Occidentaux que finalement la Russie est pratiquement un pays sous-développé, et que donc il sera aisé, comme l'a pensé notre champion du monde Bruno Le Maire longtemps, qu'on pourrait facilement mettre à genoux, grâce à des sanctions économiques, l'économie russe dont on disait qu'elle avait un PIB, notez bien, PIB parce que ça va être important pour la suite de nos échanges avec Sergueï Kolesnikov, qu'elle était à peu près équivalent, ce PIB russe, à celui de l'Espagne ou du Portugal. Et donc évidemment, dans ces cas-là, on ne ferait qu'une bouchée des Russes. Et vous êtes parti de là. Je suis parti de là parce que j'étais quand même scotché quand tout le monde avalait le fait que le PIB russe, c'était le PIB de l'Espagne. Alors je me disais, bon, alors à ce moment-là, comment un pays comme l'Espagne pourrait tenir tête militairement à tout l'OTAN réuni? C'est un peu bizarre. Mais, plus la force financière, économique du monde occidental. Oui. Donc au départ, je voulais faire simplement un article un petit peu costaud sur le PIB, pour montrer que... Produit intérieur brut. Voilà, le produit intérieur brut, que les problèmes de mesure sont extraordinairement élevés dans la science économique. C'est très très difficile. Mais la science économique, c'est une science humaine. Donc forcément, tout n'est pas carré, quoi. Il n'y a que les mathématiques qui sont carrées, sauf que les mathématiques n'existent pas dans le monde, vous voyez. C'est une invention de l'esprit, mais c'est fort utile pour dans les sciences, bien sûr. Donc ce PIB, il y a une très grande différence entre le PIB en monnaie courante, qui passe par les taux de change, dollars, euros. Alors là, on peut faire des classements, mais tout dépend du taux de change, quoi. Vous êtes riche ou pauvre selon que le taux de change a brusquement varié. Vous pouvez faire une moyenne des taux de change, prendre un taux de change de cette période, du début de la période ou de la fin de la période. Enfin, on trafique comme on veut les chiffres. Et voilà. Et bon... Alors, c'est pas très... Enfin, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est pas inutile, bien sûr, parce que, vous savez, le PIB, on l'a inventé, Simon Kuznets l'a inventé en 1934, lorsque Simon Kuznets, c'était un Biélorusse d'origine, et l'administration américaine voulait connaître l'étendue des dégâts de la crise de 29, quoi. Voilà. Et il n'y avait pas de mesure générale de la valeur des richesses économiques. Donc il a inventé le PIB, c'est bravo. Après, à la fin du XXe siècle, on a amélioré le PIB avec des indicateurs un peu plus sociaux, démographiques, etc. Et c'était le rapport Brundtland en 1997. Et puis... aujourd'hui, une personne comme Emmanuel Todd, que j'aime beaucoup, encore plus pour son bouquin qui est moins connu, La faiblesse de l'Occident, ou la crise, je ne me souviens plus. Mais il y avait Les Illusions avant, un bouquin sur les illusions qui était beaucoup plus costaud en économie et qui était fabuleux. Et alors lui, il dit, qu'est-ce que c'est que la valeur d'un pays, quoi. Vous avez... Les États-Unis d'Amérique sont 2 fois plus peuplés que la Russie et elles sortent moins d'ingénieurs que la Russie.
Hein, les indicateurs démographiques sur l'infant, le degré de, vous savez, les morts-nés, la mortalité Oui, la mortalité infantile. la ouais. mortalité infantile, là, eh bien, sont des indicateurs qui s'améliorent de plus en plus parce que du temps de l'URSS, c'était devenu très très mauvais. Alors que les mêmes indicateurs pour américains régressent. D'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière, moi, on parlait déjà de déclin de l'Amérique. Pour des raisons logiques et évidentes, hein. C'est-à-dire qu'il y avait une perte de compétitivité, il y avait dès 1971 les premiers déficits commerciaux de la balance américaine, il y avait les villes du sud à feu et à sang pour les émeutes raciales, il y avait le dollar qui était menacé parce que le général de Gaulle disait, bon, ça suffit, maintenant les privilèges du dollar, il faudrait... Et puis alors, j'explique dans ce bouquin, comment ça se fait que l'Amérique est toujours là, surpuissante même. Toujours, ouais. Non, c'est le type de vraies questions que les journalistes ne se posent pas parce qu'ils sont journalistes, tout simplement. Donc, ils prennent un ou deux indicateurs et ça y est, c'est terminé. Voilà. Ils n'ont pas, on ne peut pas leur en vouloir, c'est pas leur métier, mais enfin, ils pourraient quand même inviter sur leur plateau des gens qui s'y connaissent un peu. Ça approfondir de temps en temps. Ça ferait du bien. Alors, vous voyez, une personne comme j'aime bien, comme par exemple François Langlais, par exemple. Ah bah oui. Il ne dit pas que des bêtises, hein, pas loin de là. D'ailleurs, c'est le premier qui a parlé de la démondialisation il y a 10 ans déjà, à une époque où tout le monde était persuadé que c'était l'inverse, évidemment. Donc bravo. Mais il n'a pas, parce qu'il est journaliste, bien sûr, il n'a pas cette connaissance de l'histoire longue. Or, l'actualité la plus extrême... Un journaliste économiste. Oui, l'actualité la plus extrême ne se comprend que dans l'histoire longue. Alors voilà, et moi plus je vais, moi j'ai quand même 75 ans maintenant, j'ai eu le temps de voir les choses, et plus je vais, plus dans la vie, plus je m'aperçois que l'histoire est largement produite par les aveuglements, les illusions, les préjugés des grands dirigeants. Oui. Oui, même des génies comme Napoléon Ier, qui a eu ce coup de folie d'aller attaquer la Russie, quoi. Non, mais ça ne va pas, quoi. Jamais il aurait pu penser que les Russes allaient mettre le feu à Moscou. Alors là, il dit, ça alors, j'aurais jamais cru. Et donc, du coup, il a perdu tout son empire, vous voyez. Alors, dans votre commentaire initial, vous parliez de ceux qui disent, nous sommes en 1939 ou 38. Oui, alors moi, dans mes billets, je rigole, je dis, oui, c'est bien connu que Poutine a écrit Mein Kampf. Voilà, c'est ça. C'est bien connu. Et il est co-auteur avec Adolf Hitler. Voilà, il est co-auteur avec Adolf Hitler. Et puis, il manquait d'espace vital, n'est-ce pas? Parce que, oui. Le Lebensraum, bien sûr. Il y a 140 millions d'habitants sur 11 fuseaux horaires. On se sent un peu à l'étroit, quoi. Mais moi, j'étais... Qu'est-ce qu'on dit? On dit on se lève à Moscou, on se couche à Vladivostok. Ouais. Donc le PIB en parité de pouvoir d'achat, comme le dit Emmanuel Todd, et comme le dit la Banque mondiale, oui. La Russie est devenue la 4e puissance mondiale en 2024. Elle est passée devant l'Allemagne et devant le Japon. Alors là, ça explique... Bruno Le Maire, il ne connaissait pas ces chiffres. Mais Bruno Le Maire, en parité de pouvoir d'achat, il ne doit pas savoir ce que ça veut dire. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais attendez, une personne comme notre président bien-aimé, Emmanuel Macron, il avait 12 ans quand le mur de Berlin est tombé. Donc, moi, j'ai bien connu l'école dans laquelle il a été formé, qui était une école, puisque j'étais professeur. Puisqu'il est né en 77. Puisque j'étais professeur. Vous étiez professeur où, à Sciences Po, à l'ENA? J'étais professeur à la fois à l'université et au lycée, mais sur la Côte d'Azur. Et cette école était en ruine, quoi. On produisait, vous savez, je croise sur les plateaux Monsieur Brigelli qui avait écrit La fabrique du crétin. Voilà, c'est exactement ça. On a fabriqué des crétins à l'appel. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a suivi à Sciences Po, véritablement, sans doute, des cours de politcorrect à la sauce Sciences Po, évidemment. Il voit les choses avec ses lunettes rouges. Avec ce logiciel, oui. Avec ce logiciel. J'ai été impressionné, ayant par exemple préparé l'ENA à l'IEP de Paris. Et j'ai écouté le premier discours présidentiel
favorable à l'Europe qu'avait tenu Emmanuel Macron à Athènes, avec derrière lui l'Acropole, et il avait tenu un discours mot pour mot, ce que l'on nous enseignait à Sciences Po quand on préparait l'ENA. C'était ça. Il n'y avait pas à la virgule près. Hein. J'ai lu un bouquin de Jacques Généreux, bon, lui c'est à l'extrême gauche, mais c'était le prof de Macron à Sciences Po, et il disait qu'il n'était jamais là, quoi. Il n'était pas là en cours, il venait au TD, parce que là c'était obligatoire, quoi. Ouais. Et les TD étaient assurés par des gens du trésor public, et donc c'était dans les rails de l'idéologie. Alors c'est là qui est très important. Nous sommes passés en crise à l'issue des 30 Glorieuses. Vous voyez, 45, 75, il faut toujours revenir à l'histoire longue. Et ça fait bientôt 50 ans que nous sommes dans la crise, mais nous ne la voyons pas. Pourquoi ? Comme le dit Jacques Généreux, depuis les années 1980, l'idéologie libérale s'est installée en position dominante. Donc, exit le keynésianisme, exit le marxisme, exit les schumpeteriens, exit les institutionnalistes. Il n'y a plus qu'un cadre unique de pensée. Or, dans le libéralisme, la crise n'existe pas. Elle n'est pas pensable, tout simplement. Parce que le marché est surpuissant, le marché c'est Dieu. Et il sait toujours faire équilibrer l'économie, les flux. Il s'arrange toujours pour trouver son équilibre. Oui. Eh bien, sauf que, justement, ce n'est pas toujours vrai. Moi, je dis, aujourd'hui, nous avons besoin, voyez-vous... Nous aurons, mais on va y revenir, hein, sur des tas de courants économiques. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on est toujours en crise. Nous, on appelle ça la crise du Fordisme. C'est pas la fin des haricots, la crise du Fordisme. Vous savez, quand je dis ça, je rigole, mais... Oui, c'est vrai que ça fait 50 ans que l'Occident est en crise. Oui, lorsqu'il y avait la crise de 29... Et on a maintenant atteint un niveau de stagflation. On a croissance zéro, voilà. Une croissance. On est dans une société de croissance. Normalement, on devrait connaître une croissance, mais on est croissance zéro, et tout le monde trouve ça normal. Oui. Voilà. Le malade est presque mourant, mais bon, un verre d'eau et puis ça ira bien, quoi. Voilà. Vous savez, donc je disais lors de la crise de 29, du côté de Moscou, il y avait Staline qui demandait « Ah, mais voilà la crise finale prédite par le camarade Karl Marx ». Toi, directeur d'Institut de conjoncture, Nikolai Dmitriev, tu vas étudier la chose. Et donc il a étudié, et puis il a dit, ben non, camarade Staline, c'est pas la fin du capitalisme, c'est la fin d'un cycle. Et c'est en attendant le troisième cycle, qui sera la troisième révolution industrielle. Erreur de diagnostic idéologiquement parlant, parce qu'il a été fusillé, évidemment. Mauvaise réponse. Comme moi, j'ai été éloigné au début de ma carrière de la faculté où tout le monde était marxiste et moi je ne l'étais pas. Et bon, on m'a gentiment prié d'aller me faire voir ailleurs chez les Grecs. Hein. C'est ce qui m'a amené à passer mon agrégation. Parce que là, au moins, c'est républicain. Vous êtes bon ou vous êtes mauvais. Voilà. Sur une agrégation, oui. Et voilà. Tandis que à la fac, c'est copain. Voilà. Pas copain, niet, dehors. Maître de conférence. Voilà. Donc, le Fordisme, c'est un système qui nous a valu les 30 Glorieuses. Or, la Russie... elle en est déjà à ses 25 années des 30 Glorieuses. Donc les gens s'imaginent, comme Macron l'a dit encore il n'y a pas tellement longtemps, la Russie, elle produit quoi, du gaz, des armes. Et puis, oui, c'est ça, c'est une station-service. C'est une station-service, comme disait Obama en 2016 déjà. Mais il faut dire, les Américains ne sont pas toujours fut-fut non plus. Hein, Donc, d'ailleurs, ils le pensent certainement en voulant absolument frapper ce qu'ils appellent la flotte fantôme, tout simplement, parce qu'elle n'est pas assurée à la Lloyd. C'est ça.
ils pensent que réellement, là, ils vont mettre à nouveau à genoux. Oui. Ils sont toujours dans cette idée de mettre à genoux mais la vous savez, Russie. c'est le problème des dirigeants qui sont tout en haut. Rappelez-vous, Louis XIV se méfiait de ses courtisans et voulait savoir quelle était la vérité pour la faire remonter. Dans toutes les organisations sociales, moi je suis aussi sociologue, on a tendance à présenter les choses de manière à se faire bien voir de votre chef du bureau qui transmet plus haut, et ça arrive, bonjour madame la marquise, tout va très bien, quoi. Non. Je pense que Macron, dans une certaine mesure, il n'est pas conscient de son mensonge. Je pense qu'il y croit. En plus, il est investi d'une certaine... il se croit investi d'une mission, il se croit porteur. Vous savez, c'est un peu la Fabian Society qui avait fin 19e, début 20e. Le peuple est idiot, il faut donc faire son bonheur malgré lui. Moi, j'ai renoncé depuis longtemps à essayer de savoir ce qui se passait sous le crâne d'Emmanuel Macron. Ah oui, personnellement, c'est compliqué. Donc, nous sommes en crise économique et personne ne le comprend. Je prendrai un seul exemple pour pas trop alourdir le temps, mais par exemple la réforme des retraites. Alors on vous dit ah oui, après la guerre il y avait 3 ou actifs pour un inactif. Maintenant ça va être 2, puis après 1,7. Alors c'est pas possible. Et alors pourquoi ça serait pas possible que un actif prenne en charge 1, 2, 3 inactifs. Tout est une question de productivité du travail. C'est parfaitement possible. Donc les gens qui racontent ces bêtises sur les plateaux de télévision réagissent comme des experts comptables, mais n'ont aucune vision d'ampleur. Ce ne sont pas des économistes. Et je suis navré d'avoir à le dire, c'est du b.a.-ba. Moi, je disais toujours à mes élèves, c'est là, dans les pays où on pauvre du tiers-monde, enfin à l'époque il y avait le tiers-monde, où on travaille toute sa vie jusqu'au bout qu'on est pauvre. Chez nous, on est riche parce qu'on a une productivité du travail et on peut se permettre de ne pas travailler durant sa jeunesse. On fait des études et durant sa vieillesse, on a là un temps extrêmement long d'inactivité de la retraite. Enfin, on fait des contresens énormes. Maintenant, je voudrais dire aussi un mot, puisqu'on est sur l'économique. C'est très très important de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire russe. Parce que les gens ici en France et en Occident plus largement ne font pas une claire distinction entre l'URSS et la Russie. Non, le logiciel est resté le même. Le logiciel est resté le même. Or, si vous demandez un peu quelles sont les valeurs de Poutine, eh bien, c'est Dieu. Est-ce que c'est la valeur de l'URSS ? C'est la morale. Est-ce que la morale, au sens où nous l'entendons, conservateur, et pas la morale progressiste au sens de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. C'est les traditions, la patrie, la grandeur de l'État. C'est du pur Nicolas II. Tout simplement. C'est d'ailleurs pour ça que nos élites parisiennes, les Glucksmann, etc., le fiston surtout, puisque son papa il est mort depuis longtemps, ne peuvent pas nous voir en peinture, c'est parce que leurs valeurs sont à l'opposé des nôtres. Oui. Leurs valeurs, en fait, sont celles de l'Union soviétique. Ce sont des progressistes. Ils se trouvent parfaitement à l'aise dans... Alors... je terminerai sur cet aspect économique. La Russie a souffert énormément pendant les 10 années de Yeltsin. Yeltsin, il a joué son rôle parce qu'il a débarrassé... 90-2000 à peu près. Voilà, débarrassé du communisme. Mais Yeltsin était un poivreau, tombé sous la coupe du FMI des Américains... Clinton a financé sa réélection parce qu'il le manœuvrait. Et la Russie était comme un quartier de bœuf à la découpe. C'est ça. La Russie était dans le même état de corruption que l'Ukraine le sera. Ce qui distingue l'Ukraine de la Russie, c'est qu'il y a eu un Poutine en Russie et il n'y a pas eu de Poutine en Ukraine. C'est exactement ça. Voilà, je me suis fait cette réflexion. Alors, Poutine a redressé la Russie en mettant au pas les oligarques. Alors, ils ont vite compris, Dès qu'ils ont vu que Khodorkovsky allait direction en prison, tout le monde s'est calmé. Alors, il y en a qui ont pris la tangente à Londres, dans le Londonistan. C'est ça.
D'autres ont compris de dire ok, vous calmez-vous, on va coopérer, on va. C'est un petit peu ce que disait, vous savez, comment il s'appelait ce ministre de début de 19e siècle, Henri Guizot. Enrichissez-vous. Enrichissez-vous. Guizot, ouais. Ben voilà. Poutine, c'est pareil. Enrichissez-vous et surtout, vous ferez du bien à la Russie. Donc, il a rétabli l'ordre, il a rétabli le droit de propriété, les tribunaux, etc. Il a remis le pays en marche, il a redonné une fierté. Moi, j'ai terminé ma carrière à Moscou, ça fait plus de 10 ans. On embauchait à tout va, c'était un chantier permanent, c'était vraiment les 30 glorieuses. Les gens qui pensent que la Russie, ils sont des ignorants. Ils n'ont pas de connaissances. Ils sont issus de la fabrique du crétin. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc la Russie, si Biden, qui était déjà gâteux, il faut dire, enfin, Biden, il a toute sa vie, il a rêvé de mettre en œuvre le projet Brzezinski, c'est-à-dire d'arracher l'Ukraine à la Russie. Enfin, il est arrivé en position de pouvoir le faire. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait. Mais ça sera l'objet d'une deuxième partie. De la deuxième partie de ce livre sur le choc, oui, Russie-Occident. Vous avez encore des choses à ajouter sur le versant économique? Après, on va passer aux questions des auditeurs avant la deuxième partie, justement. Oh, je pense que j'étais assez clair. Vous avez dit clair. vraiment ce que... Enfin, en tout cas, je reviens sur cette idée qu'aujourd'hui, il faut bien considérer que la Russie, c'est l'équivalent de la 4e puissance économique mondiale. Absolument, absolument, en parité de pouvoir d'achat. Alors, comme le dit Emmanuel Todd, la notion de parité de pouvoir d'achat, c'est pas non plus le nec plus ultra, hein. C'est pas toujours meilleur, ou c'est plein de... La science économique, elle est dans la difficulté. Nous, on brasse l'humain, et l'humain, c'est jamais carré. Mais enfin, c'est pour ça qu'il faut passer par d'autres canaux. Mais enfin, vous voyez, par exemple, ce que dit Emmanuel Todd, l'économie américaine, elle est surpuissante. Ok, l'économie américaine, c'est 75% de services. Bon, alors les services, ça produit quoi les services? Alors vous allez chez un médecin en Amérique, ça vous coûte 10 fois plus cher qu'ici. Est-ce que vous êtes mieux soigné? Non. C'est tout simplement qu'il prend 10 fois plus cher. En Amérique, tout marche par les avocats. Hein, on se dispute sans arrêt dans les tribunaux. Les avocats, ça coûte la peau de la tête. Surtout aux États-Unis. Voilà. Vous allez chez les banquiers. Alors les banquiers vous inventent des moyens d'acheter une maison alors que vous n'en avez pas les moyens. Ça va faire la crise de 2008. La crise de 2008, etc. Or, c'est tout ça. C'est cette mousse tertiaire qui fait monter le PIB. Mais sur le militaire, par exemple, un obus de 155 mm de l'armée américaine coûte exactement 10 fois plus cher que le même obus russe. Bon, mais alors pour les navires, pour les avions, pour les bateaux, pour les chars, etc., ça va comme ça, de 1 à 5. Alors la puissance américaine, il faut la dégonfler, quoi. Absolument. Je rappelle le livre de Sergueï Kolesnikov, Le choc Russie-Occident, un double éclairage économique et géopolitique, édition RIC Essai. Eh bien, je vous propose, chers auditeurs, de passer ce court bobino et on revient avec les questions des auditeurs. Juste après ça, on a évidemment vos questions, chers auditeurs. N'hésitez pas et continuez à nous en envoyer. N'hésitez pas, chers auditeurs, à aider votre radio qui en a bien besoin, comme chaque année et comme toujours. Et vous le savez. Allez, on continue avec vos questions, chers auditeurs, dans ce libre journal de géopolitique profonde avec Sergueï Kolesnikov, qui est notre invité pour son livre « Le choc Russie-Occident ». Déjà, peut-être, on me demande de faire une annonce pour le salon du livre auquel vous êtes en train de participer. Sergueï Kolesnikov, vous pouvez nous faire cette courte annonce? Oui, effectivement. D'ailleurs, dès que j'aurai quitté vos studios, j'irai directement au salon du livre russe, un quai Branly, où j'étais d'ailleurs hier. Donc un quai Branly, ça c'est la nouvelle cathédrale. C'est la nouvelle cathédrale pour présenter avec le centre culturel. Voilà, pour présenter cet ouvrage. Qui est d'ailleurs le 3e d'une trilogie. Ça avait commencé avec Dans la tête de l'oncle Sam, et puis les BRICS, nouveaux maîtres du monde, point d'interrogation. Vous avez fréquenté vos auteurs, vos pairs, pendant la journée d'hier déjà? Oui, j'ai vu certaines personnes, et aujourd'hui je vais voir des personnes qui m'intéressent beaucoup plus. Il y a qui actuellement au Salon du Livre, par exemple?
Aujourd'hui, il y a Ksenia Fedorova, par exemple, qui Donc est... l'ancienne patronne de RT France. Voilà, Ouais. dont j'ai dévoré le bouquin parce que c'était fabuleux. Ouais. Mais il y a aussi... Elle est beaucoup sur les chaînes d'infos en continu. Oui. Un peu moins chez nous, une snob. Elle le mérite parce que vraiment, elle a du cran. Hein. Je ne sais pas si c'est un mérite d'être sur les chaînes d'infos en continu, vous croyez? Non, mais je veux dire, elle a mérite d'être sur le terrain, quoi, de se battre. Ouais. Hein. Oui, sûrement. Que M. Staquet arrête de cracher sur le RN, nous dit cette auditrice. Eh bien, moi, je réponds à l'auditrice que je continuerai, non pas à cracher sur le RN, je ne crache jamais sur qui que ce soit, ça n'est pas dans ma manière d'être, mais par contre, je continuerai à dénoncer, si c'est nécessaire, les reniements, les trahisons du Rassemblement national. Je pense faire œuvre utile, car nous avons là un parti attrape-tout qui fait des scores considérables aux élections, mais qui doit être connu de ses électeurs et qu'on arrête ce vote utile alors qu'il y a des patriotes sincères qui se présentent aux élections et qui, à mon avis, méritent plus les suffrages aujourd'hui que le RN de M. Bardella ou de Mme Marine Le Pen. Vous voyez, vous avez eu raison, chère auditrice, de me demander d'arrêter de cracher sur le RN. Ça me permet d'en remettre une couche. Il est temps, nous dit cette autre auditrice, et là, elle va dans mon sens, que vous compreniez que le RN fait partie de la caste politique usurpatrice, vassale de l'oligarchie de l'Union européenne, en marche au 4e Reich sous la conduite du Führer et ses Gauleiter. Bon, là, hein, c'est sévère. Mais ce n'est pas entièrement faux. Cet auditeur, quelqu'un connaît-il la réaction de Virginie Joron à la énième trahison du Rassemblement national sur l'obligation vaccinale? C'est vrai que nous avons en Virginie Joron, et comme je peux être parfaitement impartial, rappelez que Virginie Joron est une députée européen RN de qualité et qui, en effet, est sur ces combats des soignants suspendus, du rejet de l'obligation vaccinale. Donc, en effet, on aimerait connaître son analyse, son point de vue là-dessus, comme nous le demande cet auditeur. Merci, cher auditeur. Question, cher Nicolas, comment a-t-on pu hériter d'un Macron, dites-vous, mais a-t-il été choisi même d'être là? Est-il libre, en un mot, ou tenu? Et aujourd'hui, Saint-Nicolas, bonne et sainte fête. Mais je ne suis pas le premier. Signé Denis. Merci, mon cher Denis. Le général Mandon, pourrait-il être appelé le général des loges? Il me fait penser au général Gamelin. Moi, il me fait penser au général Leboeuf, comme me le disait hier le colonel Jacques Hogarth. Jacques Hogarth qui comparait le général Mandon au général Leboeuf. Le général Leboeuf, vous savez, c'est ce général sous le Second Empire qui, en 1870, disait être prêt, que l'armée française était prête à combattre le Prussien. Eh bien, on sait ce qu'il en est advenu, et avait dit le général Leboeuf, il ne manquera pas à nos soldats un bouton de guêtre. Eh bien, on a vu le résultat à Sedan. Après, je pense que ce sera pareil avec Mandon, comme ce fut le cas aussi, en effet, avec le général Gamelin. Cet auditeur, par rapport à la mise en scène organisée par les États-Unis sur des accords de paix en discussion à propos de l'Ukraine, je souhaite préciser que des élections ont pu être organisées pendant la guerre d'Irak. M. Poutine a déclaré qu'il ne signerait jamais d'accord avec M. Zelensky, un personnage illégitime de la pire espèce. Donc ce que notre auditeur rappelle, c'est qu'en effet, Zelensky, aujourd'hui, ne devrait plus diriger l'Ukraine, puisque son mandat est terminé, que M. Zelensky prétend que le couvre-feu et la guerre contre la Russie ne l'empêchent de procéder à de nouvelles élections. Et ce que dit notre auditeur, c'est que pendant la guerre en Irak, des élections ont néanmoins pu avoir lieu. Merci, cher auditeur, de cette remarque très judicieuse. Je vois que d'autres questions arrivent, mais on ne va pas tout de suite, merci mon cher Patrice, les poser. On va continuer avec vous, Sergueï Kolesnikov, si vous le voulez bien, sur ce choc Russie-Occident. Alors, le choc en lui-même, comme la genèse du choc, d'où cela vient-il? La genèse du choc, elle vient de très 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 loin. Allons-y. Quand l'URSS s'est effondrée, déjà là il y a eu un premier aveuglement. Les Américains ont cru
qu'ils avaient mis, c'était eux qui avaient mis l'URSS à genoux. Oui. Alors que quand on est un économiste, on connaît les difficultés de la planification centralisée que j'ai moi-même enseigné et que c'était tout simplement une économie utopique, irréformable. Elle a implosé de l'intérieur. En réalité, c'est pas les Américains. Oui, évidemment, ils ont contribué par la course aux armements à rendre la vie extrêmement difficile à Gorbatchev. Mais enfin bon, tant qu'il y avait Gorbatchev, Herbert Bush, tout allait bien. On s'était même euphorique. On allait enfin dissoudre le pacte de Varsovie et l'OTAN, qui était une organisation défensive, mais contre le pacte de Varsovie. Et on devait faire un partenariat pour la paix. Enfin, c'était fabuleux, quoi. Et alors, là-dessus, c'est Clinton qui prend le relais. Et Clinton, ça commence déjà un petit peu à foirer. C'est-à-dire que lui, il disait, écoutez, la Russie... Parce que Poutine, à cette époque-là, voulait rentrer dans l'OTAN. Mais non, les Américains, et peut-être surtout leurs sponsors, c'est-à-dire le complexe militaro-industriel, avaient besoin de conserver des ennemis pour vendre ses armes, évidemment. Donc, la Russie, non, il faut qu'elle reste à l'extérieur. Mais pendant ce temps-là, eh bien, il a invité Clinton, je crois que c'était la Pologne, la Tchéquie, la Hongrie, dès 1994. Mais venez donc dans l'OTAN. Non, c'était en 97 qu'il a... à l'époque, en 97... Donc on était encore avec Yeltsin. Oui, et en 97... Et avant la destruction de l'ex-Yougoslavie. Il fait un discours devant l'Académie de West Point. Et il dit, il est temps que l'Amérique redevienne la première puissance mondiale. Il est temps que l'Amérique, à nouveau, gouverne le monde pour le bien du monde. Et là, on touche quelque chose de très important. C'est-à-dire, l'ADN de l'Amérique est religieux. C'est-à-dire, les Pilgrim Fathers qui sont venus en 1620 sur la côte atlantique former les premières colonies étaient persuadés devoir régénérer le monde. Alors c'est resté cette histoire-là, et surtout, ça va exploser avec George W. Bush. Alors, normalement, Herbert aurait dû être réélu, mais il y avait le trublion Ross Perot qui s'est mis là, donc ça a été Clinton. Mais après, George W. Bush est élu. Alors, George W., son père le disait, c'est le cinglé, et ses copains, c'est les cinglés du sous-sol. C'est ça. C'est exactement ce qu'il disait des néoconservateurs. Il avait parfaitement raison. George W. Bush était un alcoolique, un drogué, une vie dissolue. Le fils. Le fils, hein. Et jusqu'à ce qu'il rencontre les évangéliques. Alors là, Dieu lui parle. Et, donc c'est devenu une sorte de fanatique. C'est devenu un fanatique et il a fait monter tous des fanatiques, les Richard Pearl, les Wolfowitz, les Condoleezza Rice, etc. Et voilà, nous allons américaniser le monde par la force et tout ira bien quand il y aura la Pax Americana. Aussitôt dit, aussitôt fait, ils vont bombarder l'Irak. Mais bon, ça se passe pas toujours comme prévu, parce qu'il faut être un petit peu naïf comme un Américain pour croire qu'on installe la démocratie au moyen des bombes. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que George W. Bush aussi, il a un autre levier, c'est les révolutions de couleur. Parce que les révolutions de couleur, ça paraît comme ça soft, c'est loin de Bush. Oui, c'est loin de Bush, mais c'est un autre aspect de Bush aussi. Oui. Hein. Alors il a commencé tout de suite à faire des révolutions de couleur en Géorgie. Alors, c'est là qu'il a viré Shevardnadze, il a mis Saakashvili. Il va s'en servir un peu plus tard pour que Saakashvili attaque l'Ossétie du Sud. Ça me fait marrer quand on dit que la Russie a attaqué la Géorgie, alors que c'est exactement l'inverse. Et historiquement parlant, hein, et là, il y a une enquête internationale qui le dit ouvertement. Donc ça sera un mensonge, quoi. Donc il fait des révolutions de couleur, la révolution orange que vous avez dont vous avez parlé tout à l'heure à Kiev pour installer déjà ces cours à transmission, ces ONG. Bien sûr. Et bon. Vous voyez les Raphaël Glucksmann, par exemple, aujourd'hui, un des favoris de la présidentielle qui était à l'époque
de toutes ces révolutions de couleurs. Ben oui, bien sûr. Donc révolution de couleurs en Géorgie, en Ukraine, au Kirghizistan, et puis en Biélorussie. Mais là, ça rate. Ça rate parce qu'il y avait Loukachenko. Et Loukachenko, il était adoré de son peuple. Peut-être la jeunesse biélorusse en a marre, mais les anciennes générations qui forment la majorité savent bien, elles lui sont redevables de la transition en paix, et le mieux possible de la période soviétique à aujourd'hui. Oui. Donc grâce à Loukachenko, le pays est stable et en ordre, et voilà, donc ça a raté. Alors c'est Manon Loiseau, je ne sais pas si vous avez lu ça, à la conquête de l'Est, c'est fabuleux. C'est encore sur YouTube, il faut le visionner tant que c'est encore là. et vous voyez bien comment les Bruce Jackson, là je crois que c'était parce qu'ils ont fondé le Project for the New American Century en 1997 avec la famille Kagan, qui ne sont pas piqués des verres. Les conservateurs, complets. Et ils ont aussi donc il y avait le Project for New American Century, puis il y avait un autre projet comme ça où interfèrent tous les néoconservateurs. Alors quand vous allez dans le bureau, elle vous montre. C'est Manon Loiseau, le bureau de l'IRA de John McCain, et là vous avez un superbe t-shirt orange justement, avec toutes les révolutions de couleurs faites ou à faire avec les dates. Alors voilà, c'est affiché au mur, et ça se termine par Moscou, TBD, to be done. Ça reste à faire. C'est-à-dire, c'est la dernière étape du projet Brzezinski. Alors là, ça nous ramène à l'époque de Jimmy Carter. Il s'agissait de terminer l'éviction de Poutine par une dernière révolution de couleur à Moscou, ce qu'ils ont cru pouvoir faire avec Navalny, et se débarrasser de Poutine, et du coup découper, c'est le grand espoir américain, découper ce rival qu'est la Russie, ce rival dangereux, parce qu'il n'est qu'au début de sa croissance, en trois parties. Il y aurait une Russie de Sibérie, une Russie centrale et une Russie européenne. Comme ça, les Américains, c'est leur grand espoir. Ils mettraient le grappin sur le côté européen de l'Eurasie. Totalement. Et en route pour la domination du monde. Donc voilà, ça c'est... Je passe sur les néoconservateurs. Et on arrive à Biden, qui est le dernier des néoconservateurs, et comme je disais tout à l'heure, il avait passé toute sa vie dans l'espoir d'arriver un jour à la présidence, et enfin d'être le maître d'œuvre de ce plan Brzezinski. Alors, aussitôt dit, aussitôt fait, et là, la conjoncture du hasard fait un malheur terrible. Zelensky a été élu en 2019. Zelensky, comme on le sait, c'est un comédien à l'origine. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il a il a été fabriqué par Kolomoïski, l'oligarque qui tenait les studios de télévision, qui avait l'argent, qui tenait tout ça. Et il a battu Poroshenko, qui était ennuyeux, qui promettait le retour à l'austérité, etc. Bon. Donc, on a cru à Zelensky qui promettait la paix, la lutte contre la corruption, etc. Bien sûr. Mais il a dit lui-même, je ne connais rien à la politique. Donc, il s'est retrouvé piégé, pieds et poings liés. Il s'est aperçu que les Américains le tenaient par les cordons de la bourse. Les oligarques le tenaient par leur pouvoir politique. Lesquels oligarques, entre parenthèses, avaient leurs avoirs dans le Donbass qu'il fallait récupérer, qui était en guerre civile. Et les néo-nazis, justement, ces fameux néo-nazis qui n'existent pas, mais qui font quand même 50 000 hommes, 150 organisations, parce qu'il y a une grande tradition néo-nazie dans l'Ukraine de l'Ouest, et Bandera, qu'ils honorent toujours, a été marché avec Hitler, quoi. C'est lui qui a fait contribué à mettre en place une Ukraine indépendante sous les ordres du Reich. Voilà. Et alors, au passage, je suis allé trop vite parce qu'au passage, il y a quand même le Maïdan. Oui, bien sûr. En 2014.
Oui, je suis en train de vous raconter rapidement, parce qu'on n'a pas tellement le temps, tout ce que les grands plateaux de télévision mainstream ne disent pas. Même des gens qui sont bien, comme Pierre Lelouch, ils glissent très rapidement sur la chose, parce que c'est un peu gênant à dire, ou peut-être ne le savent-ils pas totalement, je ne sais pas. Enfin bref, toujours est-il que le Maïdan, eh ben, vous savez, ça me fait penser quand Mao Tse-tung a fait la révolution culturelle, il a envoyé les étudiants à l'assaut du pouvoir. Eh ben là, c'est la même chose. C'est le théoricien de tout ça, c'est Gene Sharp. Gene Sharp, c'est le théoricien des soft révolutions. Oui. Alors, vous montez la tête aux étudiants, c'est pas très très difficile, hein, en leur disant que le pays est pourri, le pouvoir est pourri, les élections sont truquées. Voilà. On a fait croire que les élections sont truquées. On a pu virer ainsi Yanukovych, qui était le président légitimement élu. Exactement. Et on a mis en place Yushchenko, qui a d'ailleurs décrété que Bandera était un citoyen d'honneur de l'Ukraine. Et alors, le drame, c'est que toute cette jeunesse, les gens qui étaient sur le Maïdan, à l'époque, c'était bon enfant, hein, c'est une manifestation qui aurait pu se terminer par du dialogue. C'est d'ailleurs ce qui avait été fait, finalement, entre Yanukovych et à l'époque, il y avait notre ministre des Affaires étrangères, là, Fabius, il y avait Westerwelle, il y avait Sikorski aussi. Et ils avaient tous fini par accoucher d'un accord, mais cet accord, il avait été... alors, avant d'aboutir à cet accord, il y a eu la fameuse nuit des longs couteaux, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire que ces fameux néo-nazis qui n'existent pas, donc qui s'appellent quand même le Pravi Sector, qui s'appellent Svoboda, etc. Bon, mais ces gens-là ont organisé un putsch avec la CIA qu'ils avaient entraînés dans des camps de l'Ouest, justement, depuis très longtemps, et qui les finançaient. Bon. Et qui n'attendaient que ça. Ces snipers ont tiré depuis l'hôtel Ukraine, dans tout le monde, dans le dos des manifestants et contre la police, pour créer le chaos. C'est ça. Et c'est au sein de ce chaos que sont surgis des gens qui sont... C'est comme les bolcheviks ont fait à la Révolution de 17, c'était un peu pareil. Hein, c'est des gens actifs qui prennent le pouvoir en main. Exactement. Et une fois qu'ils ont le pouvoir en main, le pouvoir, il était quand même démocratique. Hein. Depuis 1991, l'Ukraine est une démocratie. Après le Maïdan, c'est-à-dire en 2021, elle devient un régime policier. Alors ça me fait rigoler quand Macron dit nous défendons la démocratie ukrainienne. Non, nous défendons l'État policier néo-nazi, qui a supprimé les libertés, qui contrôle la presse, qui rectifie l'histoire, qui terrorise la population et qui est allé jusqu'à l'apartheid, c'est-à-dire vous les citoyens du Donbass, vous êtes des sous-hommes. Vous n'avez pas le droit de parler le russe, et on va réécrire les programmes de l'histoire dans ce sens-là, etc. Non, c'est exactement ce que dit Jacques Baud dans ses bouquins. Le colonel Baud, oui. Donc il va y avoir une guerre civile atroce pendant 8 ans. Et cette guerre civile, elle sera gagnée par... Ce que les gens appellent des séparatistes, c'est pas des séparatistes, c'est des légitimistes. Ils sont contre le coup d'État américain du Maïdan. Et là, on prétend évidemment que la Russie est présente dans le Donbass. Alors, c'est simple, la Russie, elle a envoyé... Hollande le croit d'ailleurs à cette époque. La Russie n'a jamais envoyé un seul soldat traverser la frontière avant l'opération spéciale de février 2022. Alors, il y a eu des mercenaires, il y a eu des combattants individuels, mais comment ça se fait qu'ils ont gagné ? Eh bien, c'est simple, l'Ukraine,
l'Ukraine, c'est des Russes et des Ukrainiens mélangés, quoi. Donc, lorsque dans l'armée régulière qui a été envoyée massacrer les populations civiles sans défense, hein, c'est parce que c'est les bombarder. Hein. Oui, alors Slaviansk, elle a été bombardée, méthode américaine, tapis de bombes, etc. Mais ailleurs, ça a résisté, et victorieusement, parce que les autres Ukrainiens ont dit mais on veut pas se battre contre les Russes. D'ailleurs, on est carrément du côté des Russes. Hein. Oui. On passe avec armes et bagages. Ils sont armés avec leurs chars, avec leurs canons. Comme avait fait la Crimée dès 2014. Bah oui, ils sont arrivés avec leurs chars et leurs canons. Et finalement, ça a été la bataille des frontières. Et le Donbass et le Donetsk sont soulevés en république indépendante. Et Poroshenko a été obligé de signer la cessez-le-feu en Minsk 1. D'où les accords de Minsk, oui, tout à fait. Puis les accords de Minsk 2. Que Hollande et Merkel ont avoué publiquement avoir signé pour faire gagner du temps à l'Ukraine pour s'armer. Donc évidemment, Poutine, lui, voit ça, il s'est fait avoir de partout, quoi. Pas un pas vers l'est de l'OTAN. Mensonge, Minsk 2, mensonge. Alors aujourd'hui, quoi, un cessez-le-feu parce que l'autre est en mauvaise posture. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2024, Zelensky n'avait même pas invité Poutine à Bürgenstodt. Quand il fabriquait sa propre. Alors voilà, ça vient de très très loin. Et c'est pour ça que sur les plateaux de télévision, les gens qui n'ont pas beaucoup de culture générale, en réalité, disent, eh bien, la Russie a vous savez, ça me fait penser à l'Aigle Noir de la chanteuse là, Barbara, brutalement surgit un aigle noir. Et alors là, on voit la Russie qui fond sur l'Ukraine, innocente, généreuse, etc. Alors que l'Ukraine, elle a été hérissée par les canons américains qui ont mis 14 bases militaires et qui voulaient mettre leurs fusées tout au bord de la frontière. Et là, Poutine, il réagit comme Kennedy, tout simplement. Ce que disait Hélène Carrère d'Ancos. Kennedy, il avait dit en 62 lors des fusées de Cuba, il avait dit, écoute, tu enlèves tes fusées, sinon c'est la guerre. En face, il avait un type qui était intelligent, s'appelait Khrouchtchev. Donc, ne fâche pas. J'enlève mes fusées. D'ailleurs, toi, tu enlèves les tiennes de Turquie. Et tout s'est très bien passé. Mais nous, on avait Biden, c'est un gâteux. Alors, Poutine lui dit non. L'Ukraine, pas dans l'OTAN. Et vous savez ce qu'il lui répond en novembre 21 It's none... Oui, c'est pas tes affaires. Voilà, it's none of your business. C'est pas tes oignons, mon gars, mêle-toi de ce qui te regarde. C'est ça. C'est-à-dire que la sécurité nucléaire de la Russie, ça ne concerne pas Poutine. Il reste moins d'un quart d'heure, Sergei Kolesnikov, et j'aimerais qu'on voit les issues éventuelles de ce conflit aujourd'hui et de ce choc entre la Russie et l'Occident. Des questions d'auditeurs ou des remarques d'auditeurs. Chère Madame Stam, cher Monsieur Stocker, le chant bolchevique détourné par les Russes blancs et les partisans blancs qui servait de générique pour l'émission d'Emmanuel Ratier, dont acte, cher auditeur. Bonjour à tous, même si je ne suis dit cette auditrice, j'approuve le discours vrai de votre invité. Une question, un pays peut être pauvre, mais fort militairement parlant. Je pense que Sparte n'avait pas la richesse d'Athènes, mais à la fin, c'est elle qui a gagné. La Corée du Sud craint la Corée du Nord, qui pourtant n'a pas sa puissance économique. Qu'en pensez-vous ? Question subsidiaire. Quand j'étais jeune, on apprenait à l'école le PNB, produit national brut. Quelle différence avec le PIB? Est-ce le mot national qui gênait? Bravo pour l'émission. C'est très simple. Hein. Le produit national brut, c'est le produit des entreprises françaises, qu'elles soient en France ou à l'étranger. Le produit intérieur brut, c'est le produit intérieur, qu'il soit fabriqué par des Français ou des étrangers. Merci Sergueï pour cette précision. Pensez-vous qu'il reste une chance pour la France de se relever dans les domaines agricoles, industriels, diplomatiques? On le souhaite. Mais vous savez, quand vous faites du dériveur, quand vous êtes sur un bateau qui commence à embarquer de l'eau, etc., c'est que la direction n'est pas bonne, quoi. Il faut changer le sens remonter le vent dans une autre direction, et tout de suite le bateau s'est rétabli. Et nous, c'est exactement pareil, quoi. La direction suivie, c'est une direction de suicidaire.
Macron est en train de tuer tout simplement la France. Et sitôt Macron débarrassé du pouvoir, si on a des souverainistes à la barre, eh ben, c'est comme l'histoire du dériveur. On va se remettre à flot très vite. Et alors, il suffit de rejoindre vous savez, les gazoducs. Il y en a encore un qui marche. Hein. Oui. Si on a oui, tout à fait. Si on a Sur le Nord Stream 2, il y en a un qui pourrait encore fonctionner. Alors, on pourrait encore avoir du gaz. Mais non, mais on a dit qu'on n'en avait plus du tout. Vous avez bien vu ce qu'a dit Van der Leyen. Elle s'est félicitée qu'à l'automne 2027, il n'y aura plus du tout de gaz russe en Europe. Et d'ailleurs, des pays comme la Slovaquie ou comme la Hongrie vont déposer plainte, semble-t-il, contre la grosse commission. Évidemment. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand j'écoute les discours sur l'état de l'Union, parce qu'on fait ça aussi en Europe, de Madame von der Leyen, j'ai l'impression d'écouter le Soviet suprême, quoi. C'est tout va bien, Madame la Marquise, nous avons décidé, nous sommes en bonne voie, nous sommes en bonne route. Ou ça me fait penser au discours de rentrée des classes de mon proviseur bien-aimé, parce que là aussi, c'est l'Union soviétique, hein, l'école républicaine française. Hein, c'est marrant. Donc, effectivement, le bilan... fameux discours de pré-rentrée. Et oui, les discours de pré-rentrée. Alors, l'avenir, d'abord le bilan. Alors, les gagnants. Ah ben l'Amérique, évidemment, elle a tout gagné. Hein. L'Amérique, elle nous a piqué le marché du gaz. C'est elle qui nous approvisionne en gaz liquéfié par bateau, enfin avec la Russie aussi, mais ça on le dit pas, parce qu'en fait on peut pas se passer du gaz russe. Là, si Macron avait pas été allé assez court de géographie, peut-être qu'il saurait qu'il y avait un marché du gaz, que là-dessus, il y a des contrats à long terme. Enfin, moi, il manque de culture générale, tous ces gens-là, de cours de géographie et d'histoire, tout simplement, quoi. Donc, les Américains nous ont pris les marchés du gaz, ils nous ont pris les marchés des centrales nucléaires, là où on était excellents. Hein, c'est eux qui construisent les centrales nucléaires avec les Russes, d'ailleurs, dans les BRICS, ou le monde, le tiers-monde. C'est eux qui vendent... alors, ils ont arrivé à vendre leurs fameux F-35, qui sont une catastrophe du point de vue aéronautique, en plus qui ne sont pas du tout adaptés à nos besoins en termes de défense. Par contre, le Rafale, on n'a pas acheté. C'est-à-dire, les Français ont toujours cru au couple franco-allemand, mais il a existé que dans la tête des dirigeants français, ce couple, parce que les Allemands, eux, ont toujours fait un duo avec l'Amérique. Et ils ont toujours été du côté du parapluie américain. Et aujourd'hui encore, Merz tire la couverture à lui. Maintenant qu'il voit que l'économie allemande est sinistrée, alors stop, on arrête les dégâts et on va cette fois-ci faire réarmer l'Allemagne, mais avec les industries allemandes. Ça nous fait un peu peur parce que quand l'Allemagne réarme, d'ordinaire, ça finit pas toujours très bien. Mais ça pourrait être bénéfique à l'Europe de se sortir de la crise économique que j'invoquais tout à l'heure par l'aspect des armes. Ça peut paraître bizarre, mais vous savez, en son temps, il y a fort longtemps d'ailleurs, un certain Raymond Barre l'avait dit, on pourrait relancer la croissance par le réarmement. Ça, on l'a oublié. Donc l'Amérique, elle, en plus, aujourd'hui, elle nous aspire nos entreprises qui délocalisent justement parce que en Amérique, le gaz n'est pas cher, qu'il y a des subventions. En plus de ça, l'Amérique commence à établir ses projets de commerce de plus en plus affûtés, développés avec la Russie. Ils vont finir d'ailleurs par nous vendre le gaz russe au prix américain. Oui, c'est ça. Et moi, il y a des tas de joint ventures pour extraire les métaux rares un petit peu partout. Enfin, business, quoi. Business as usual. Donc, les grands gagnants... Alors, la Russie, c'est la grande gagnante. Hein. C'est le seul pays qui a osé se lever contre la domination de l'oncle Sam. Et qui est aujourd'hui au centre de ces BRICS, de cette alternative au monde occidental hyper dominant. La Chine regarde, l'Inde regarde, l'Iran regarde, etc. Et ils disent, nous, on va aller avec Poutine, forcément. Plutôt que de se faire tondre par l'Américain, qui soi-disant nous protège. Alors, vous savez, l'Arabie Saoudite, par exemple, et ils ont vu... Qu'est-ce que c'est la protection américaine ?
vous avez protégé Saddam Hussein pour faire la guerre contre l'Iran, et puis après vous l'avez pendu. Voilà. Alors Mohammed Ben Salman me dit attendez, une protection comme ça, je demande à voir. Donc il a été tout de suite du côté de Poutine, où il a été reçu avec les grands honneurs, comme hier ou avant-hier Poutine en Inde. En Inde, absolument. Voilà. Là on voit la planète entière et du côté Poutine. Mais oui, il est loin d'être isolé, contrairement à ce que prétendent... Non, c'est nous qui sommes isolés, mais alors complètement isolés. Comme disait le fils ou le petit-fils du général de Gaulle, on aurait bigrement intérêt à rentrer le plus vite possible dans les BRICS et d'arrêter de faire des bêtises, quoi. Hein, parce que... c'est pas avec Macron que ça va arriver. Non, mais Macron n'a pas eu pour longtemps. Hein. Espérons. Merci pour votre invité, nous dit cet auditeur. Excellent entretien, comme cela fait du bien d'entendre tout cela. Bonjour, le modèle des révolutions colorées postérieures à la chute du mur, c'est la campagne contre Milosevic en 1998 en Serbe-Monténégro avec le mouvement Otpor. Oui. Inspiré par Gene Sharp. Puis les anciens de Otpor ont fondé l'organisation Canvas, dont l'objet était clairement de fomenter des révolutions de couleurs dans certains pays bien ciblés. Merci pour la qualité de vos émissions et merci à votre invité. Vous êtes d'accord avec ce que dit ça? Bien sûr, mais c'est le même scénario qui se répète chaque fois dans toutes les révolutions de couleurs. Avec Gene Sharp, que j'avais moi-même signalé. Un auditeur sur cette radio, on défend M. Asselineau, qui est un sous-marin contre le Rassemblement national, comme M. Pasqua, pour qui il a travaillé. Nous défendons, en tout cas moi, personnellement, chaque patron d'émission parle pour lui-même. Il n'y a pas d'ordre rédactionnel dans nos émissions, et c'est heureux ainsi. Personne ne défend en particulier M. Asselineau. Moi, je défends les patriotes en général. Merci Patrice, encore un auditeur. Donc, ça n'arrête pas les questions. Hein. Bonne fête Nicolas. Quand ferez-vous une belle émission avec ces agriculteurs français que l'on sacrifie? Et qu'en est-il de l'agriculture russe, bien cordialement? Alors moi, je vais répondre pour le versant français, Sergueï pour le versant russe. Pour ce qui concerne les agriculteurs français, je reçois de temps en temps, évidemment, dont Pierre-Guillaume Mercadal, que j'ai eu dernièrement, et d'autres, de la coordination rurale par exemple, eh bien je les reçois déjà sur Géopolitique Profonde. Je ne manquerai pas, vous faites bien de me le dire, d'en inviter un prochainement dans un libre journal de Radio Courtoisie. Qu'en est-il de l'agriculture russe? Elle est florissante depuis les sanctions. Elle est florissante depuis les sanctions qui ont obligé la Russie à faire de la substitution aux importations. Et dès les premières années, je ne sais pas si c'est 2020 ou 2022, j'ai oublié, mais les exportations alimentaires sont supérieures aux exportations énergétiques. Vous voyez, c'est signalé par M. Turtry, ça, dans son bouquin dont j'ai oublié le titre. Donc l'agriculture russe, elle est florissante. Aujourd'hui, c'est l'industrie russe qui est florissante. La Russie est florissante. On m'a demandé, c'était sur une autre radio, oui, mais aujourd'hui, le taux de croissance, il a chuté, oui, mais l'inflation, etc. Attention, je dis, c'est de la conjoncture, vous pinaillez là. Il faut voir les choses un petit peu en grand. Ouais. Le trend de croissance là aussi, c'est du 4%. Nous, c'est zéro. Et nous, c'est zéro. Voilà, il n'y a pas photo. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, je n'avais pas fini sur mon tableau, si j'ai 2 secondes. Alors, vraiment 2 secondes, parce que vous savez que là, il y a encore des auditeurs et il reste 2 minutes 30. Hein. Ah oui. Alors, le bilan et l'avenir pour l'Ukraine. L'Ukraine de l'Est, avenir radieux. Ça va être une reconstruction sur le modèle de Mariupol. L'Ukraine de l'Ouest, ça va être pénible, surtout si on se la coltine, qu'elle rentre dans l'UE. Évidemment, Poutine, il a intérêt à se débarrasser de ce fardeau-là. Prenez-la si vous voulez, ça va vous faire une Porsche percée de plus à traîner. Voilà. Mais alors, c'est pas fini, parce qu'il y a la Pologne qui risque de dire « Mais attendez, du temps de Staline, là, vous ne avez pas piqué la Galicie ?» Bien sûr, ils vont on craint le dépeçage de l'Ukraine. Ah bah oui, bien sûr.
Bonjour, l'auditeur précédent, mal informé ou trop jeune, se trompe. Alors, j'osais pas le dire, mais puisque c'est un auditeur qui lui fait la remarque, j'accepte bien volontiers. Le chant des partisans blancs n'était pas le générique des émissions de Ratier, mais de Serge de Beketch. C'est ce qu'on a dit avec Lara, qu'il l'a pris le premier pour en faire la marque de son célèbre libre journal de la Résistance, dont j'ai la chance d'avoir un bout de la vraie croix de ce libre journal, puisque j'y suis présent 2 fois par mois, le mercredi, justement, dans ce livre journal de la Résistance. Et ce, donc, Serge Beketch, dès 84-85 sur Radio Solidarité, l'ancêtre de Radio Courtoisie. Merci de ce rappel, cher auditeur. Merci de vos merveilleuses émissions, comme d'habitude. Toutes les guerres que nous avons venant des USA et des mondialistes, c'est le même panier de crabes, sont dues à ce que Rockefeller a écrit 2 points. Outil à des nations par l'énergie et les peuples par la famine, fermez les guillemets. Reprenez toutes les guerres des USA et vous allez voir que c'est cela, bien sûr, avec l'hégémonie du dollar en plus. La responsabilité américaine, bien sûr. Ben oui, moi je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui et j'ai même pas eu le temps encore d'en parler, le fait de l'impérialisme américain, mais j'aurais voulu parler du plan de la CIA, du Pentagone, Extending Russia, parce que ce qu'il y a de bien avec les Américains... Non, on se retrouvera, on refait une émission prochainement, parce que là ça se termine, il reste même pas 30 secondes. Et Mike Borowski arrive avec ses invités, il nous salue, et donc on ne va quand même pas amputer une partie de son émission, je crois qu'il en serait pas très content. Pas plus que Virginie, pas plus que quiconque. Je vous remercie beaucoup, Nicolas. C'est moi qui vous remercie, mon cher Sergueï. Magnifique émission. Encore des questions jusqu'au dernier moment de Patrice. Merci Nicolas, vous soutenez les vrais patriotes et vous avez 1000 fois raison. Continuez de dénoncer la malhonnêteté crasse du RN, c'est parfait. Alors, merci cher auditeur. Allez, je termine avec Michel Dumas, Nicolas à l'honneur, avec Père Fouettard, les pendules à l'heure avant qu'il soit très tard. Remettez ce matin, tensant nos fous fêtards, au larvaire cerveau à l'instar des têtards. Merci, mon cher Michel Dumas, pour ce 4-1. Merci à tous pour votre écoute, chers auditeurs. Merci à Virginie, merci à Patrice. C'est le temps maintenant du libre journal des controverses de Mike Borowski. Merci, à la semaine prochaine. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.